Clairement, c'est pas l'idée qu'on se fait de la France, hein. Revoir des files de voitures comme ça, pour des heures d'attente parfois pour les citoyens lambda pour essayer de faire un plein, ça paraît inconcevable à l'heure actuelle. On pense plus à des pays qui sont en guerre, en crise, multiples et variées, qu'à la France à l'heure actuelle. Après, il faut voir le problème derrière. C'est pas un problème, c'est un problème d'approvisionnement, mais qui est dû à une grève. Or ça, c'est un peu notre spécificité française. C'est pour ça que je vous posais la Malheureusement, question. là, on tombe plus dans un domaine que l'on connaît assez bien. Moi, je trouve que c'est assez problématique de prendre en otage comme ça tous les Français à l'heure actuelle pour justement une question qui est une question de moyens financiers aussi derrière. C'est problématique d'avoir recours à la grève, mais en même temps, quand on regarde la situation dans laquelle se trouve Total, en effet, on peut se dire aujourd'hui qu'avait vraiment le PDG à l'esprit quand il s'est augmenté de 50% en pleine crise, alors que justement la question du pouvoir d'achat est une question qui va toucher le plus grand nombre dans les mois qui viennent. On l'a sur le service public, avec la nécessité de service public, de maintenir un service public minimum. Mais en effet, là, dès qu'on touche au secteur privé, on ne peut pas rentrer dans une réglementation. Par contre... Mais même le service public minimum, c'est difficile à appliquer. Ça a été très difficile. C'est toujours très difficile à appliquer. Sur le papier, ça existe, mais pour le faire appliquer, bonjour. Oui, tout à fait. Mais là, au-delà de ça, c'est la question vraiment du bon sens et de la responsabilité des syndicats qui mènent cette grève-là aussi vis-à-vis non seulement des personnes qui font grève, mais aussi de tout leur entourage, parce que j'imagine bien que ces personnes-là, elles habitent dans des villes, dans des villages, c'est leurs voisins aussi qui sont touchés par les effets de cette grève, c'est leur famille, ce sont leurs amis, donc la pression, je pense qu'elle est dans les deux sens et qu'il faut aussi avoir un moment une forme de responsabilité qui est une responsabilité en tant que société et qui doit aussi s'exprimer de ce côté-là, tant du côté du du PDG de Total que des syndicats qui mettent un peu le couteau sous la gorge de tout le monde. Oui. C'est quasiment un appel, c'est un appel quasiment à la violence, hein. Enfin, on peut le nommer comme ça. Moi, ça me pose réellement problème que ce soit aujourd'hui le mode d'expression de certains politiques. Et par certains politiques, on entend surtout la mouvance de la NUPES et en particulier LFI qui s'approprie une forme de violence pour l'introduire dans le monde politique, comme si c'était tout à fait naturel. Mais est-ce que c'est pas leur ADN aussi? Est-ce que finalement ils font pas leur job? C'est leur ADN. Moi, à la limite, au moins aujourd'hui, ils ont la visibilité qui fait qu'on se rend compte que fondamentalement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent et qu'ils fonctionneront et qu'ils continueront à fonctionner à l'avenir. Ce qui était peut-être pas le cas avant les dernières élections et qui participe aussi un peu à l'image un peu romantique qu'il pouvait avoir de finalement un parti contestataire, mais dans le cadre républicain. Ils ne sont pas dans le cadre républicain. On ne peut pas se dire dans le cadre républicain quand on appelle de cette manière à la violence. Je ne le considère pas pour ma part. Jean-Yves Lebon. Encore heureux, j'ai envie de dire, que finalement, on n'a pas un groupe qui se range comme un seul homme derrière un appel qui est quasiment à venir au-delà de démettre un monarque, quasiment un appel au meurtre. Oui, mais c'est là où le bas blesse. Voilà, c'est que finalement, cette grande union de la gauche qui devait être finalement d'une certaine manière solidaire. Mais elle a toujours mis dès le départ les points sur les i en disant qu'il n'était pas solidaire sur tous les sujets. Les points sur les LFI, on dit. Sur les LFI, justement. Les points ont été mis dès le départ avec un certain nombre de thématiques sur lesquelles ils étaient d'accord de ne pas être d'accord, comme on dit en anglaise. Donc c'est une union à moitié, en fait. C'est une union qui tient... C'est Jean-Michel à moitié. Bonjour à toi, Cadmerat, si tu nous entends. C'est une union de circonstances, une union politique avec une vue électoraliste. Réellement. C'est bien ça. Et la difficulté, c'est qu'à chaque élection, elle va être remise en cause parce que potentiellement, à chaque élection, si le champ des compétences visées est différent, et notamment la question va se poser au niveau des européennes, l'unité n'est absolument pas assurée. Mais est-ce que ça veut dire que c'était du bluff en juin dernier pour les électeurs de cette NUPES qui ont peut-être vu une alliance de gauche qui était là pour contrer ceux pour lesquels ils combattaient, c'est-à-dire ce grand parti unitaire et centriste qui était celui d'Emmanuel Macron? Si les électeurs ont voté en se disant qu'ils auraient un parti qui serait une forme de nouveau parti homogène et pas simplement une alliance, et qu'il n'y avait pas, sans connaître les nuances et les différences à l'intérieur, en effet, ils vont être déçus. Parce que l'objectif, et Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas caché de le dire, c'était d'essayer de faire un coup pour être
supposément nommer Premier ministre, ce qui n'était absolument pas possible. Mais c'était ça l'objectif au départ. Et si les électeurs ont voté pour avoir Mélenchon Premier ministre, ça n'a pas marché, mais au moins ils savaient pourquoi ils votaient. S'ils ont voté en se disant qu'ils auraient une majorité et qu'ils auraient un groupe uni, oui, là, ça n'est pas le cas. Mais justement, je ne pense pas que ça soit nécessairement dans ce sens-là qu'ont voté les électeurs de gauche, parce que justement, ils ont joué sur les différences à l'intérieur dans le cadre des élections législatives. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ce qui se passe en Italie? Parce que là, en l'occurrence, il y a une alliance avec des partis qui sont peut-être un peu plus différents encore que... On pourrait, mais le système politique fait que ça n'est pas reproductible. On est sur un système en Italie qui est un système législatif qui fait la part belle en fait à ces alliances pour diriger face à un président qui est quasiment absent et qui du coup n'a pas du tout cette logique de personnalité forte que nous avons en France pour toutes les élections nationales notamment et pour la présidentielle en particulier. Il y a plus de cohésion avec le pouvoir législatif. Oui, et en fait, l'exécutif et le législatif, c'est une seule unité. Ils ont une nécessité de s'entendre puisque c'est suite aux élections législatives qu'ils nomment le président, qui est le président du Conseil. Ils ont une nécessité finalement aujourd'hui de s'entendre entre partis pour pouvoir gouverner. S'ils ne s'entendent pas, ils n'arrivent pas, ils sont dans un chaos total et ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc ils ont de facto une logique qui est totalement différente et qui est vraiment ancrée dans les partis politiques, qui ont cette histoire-là de savoir s'entendre et parfois d'aller jusqu'à créer, comme on l'avait jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à Mélanie, un gouvernement d'union nationale qui allait d'ailleurs sur des territoires qui étaient bien plus larges que ce que fait la NUPES aujourd'hui, puisque on avait des partis de gauche et de droite dans un même gouvernement. Jean-Yves. Non, ce qui me marque beaucoup sur ce cas, c'est plus le deux poids, deux mesures d'Emmanuel Macron quand il s'agit de gérer les soutiens ou non à ses ministres, à ses proches, dans le cadre de mise en examen ou de procédures judiciaires engagées à différents niveaux, puisqu'on a vu que François Bayrou avait dû démissionner, que Damien Abad était parti également très vite, et qu'aujourd'hui, finalement, c'est la position inverse qui est tenue. On va pas parler d'Alexandre Benalla. Voilà, Alexandre Benalla, qui a été un cas à rebond. Mais aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui est tenu mordicus par le président. Mais il y a une raison. Oui, il y a une raison. Alors, je veux bien reconnaître celle que vous voyez, en tout cas, parce que aussi il a une nécessité politique derrière. Je l'interprète comme ça. Oui, elle est très claire. Non, mais ce qui est intéressant et ce que pense Monsieur Le Borne dans cette réponse-là, c'est une forme de judiciarisation de la politique aussi, de manière plus large. C'est cette recherche parfois très appuyée d'un niveau de transparence qui a des conséquences pénales parfois sur les hommes politiques et qui devient une épée de Damoclès aussi en partie sur l'action de ces mêmes hommes politiques. Et ça devient aussi de manière plus large, très difficile d'aller inciter des gens à s'investir, notamment des gens qui viennent de la société civile, qui viennent du privé, à aller s'investir en politique quand on voit des cas comme ça, parce que justement, les interconnexions sont tellement étroites qu'à part avoir fait de la politique toute sa vie et avoir mis toute sa famille dans des milieux politiques assez similaires, ce qui est fortement décrié par ailleurs, à part à ce cas-là, vous risquez dans tous les cas d'être pointé du doigt, de risquer des poursuites judiciaires à tout niveau. Et c'est extrêmement pesant pour des gens qui ont les moyens de faire des carrières par ailleurs.